Il y a des matins où le ciel au-dessus de Liège ressemble à une vieille porcelaine fissurée, gris pâle, fragile, sur le point de s'effondrer. C'était un de ces matins-là, quand j'ai compris que ma vie entière tenait dans une enveloppe Kraft que je portais contre ma poitrine, comme on porte un enfant qu'on ne veut pas lâcher. Je m'appelle Solveig, pas Sophie, pas Marie, pas l'un de ces prénoms qu'on oublie aussitôt qu'on les entend. Solveig, comme la chanson de Grieg, comme quelque chose d'ancien et d'opiniâtre. Ma mère me l'avait choisi précisément pour ça, pour que je sois difficile à effacer. Elle ne pouvait pas savoir à quel point ce prénom allait devoir travailler fort. Mon mari s'appelle Dragan, Dragan Vukičević, un nom qui sonne comme une porte qu'on claque, et c'est exactement ce qu'il a toujours été. Une porte qu'on claque, une pièce où l'air manque, une maison où les fenêtres ne s'ouvrent jamais vraiment. Nous nous étions rencontrés lors d'une conférence sur l'exportation de textiles à Gand, il y a 11 ans. Il était beau de cette façon particulière des hommes qui savent exactement l'effet qu'ils produisent, une beauté calculée, comme un costume taillé sur mesure pour tromper. Il m'avait souri avec ses dents parfaites, m'avait offert du vin que je n'avais pas demandé, et avait parlé pendant 2 heures de ses projets, de son avenir, de l'entreprise qu'il allait fonder. Je l'avais écouté. J'avais toujours été une très bonne écouteuse. Le mariage avait eu lieu 18 mois plus tard, dans un château délabré en Ardennes que sa famille avait loué pour l'occasion. 92 invités, un traiteur médiocre, et une robe que j'avais choisie seule parce que Dragan avait dit que toutes les robes se ressemblaient et que ça n'avait aucune importance. J'aurais dû m'arrêter là. J'aurais dû entendre ce que cette phrase disait vraiment. Mais je ne l'avais pas entendue. Ou plutôt, je l'avais entendue et j'avais décidé que ça n'avait pas d'importance. Pendant les premières années, j'avais travaillé comme traductrice indépendante, néerlandais, français, anglais et un peu de serbo-croate que j'avais appris pour lui, pour pouvoir parler avec sa mère Radmila lors des repas de famille qui ressemblaient à des interrogatoires policiers. Radmila était une femme qui mesurait tout en termes de sacrifice et de dette. Elle m'avait accueillie avec ce sourire particulier des belles-mères qui ont déjà décidé que vous n'êtes pas suffisante pour leur fils. Dragan avait rapidement voulu que j'arrête de travailler. Pas de manière brutale, jamais de manière brutale, au début. Plutôt comme une érosion. Un commentaire ici, une suggestion là. Tu sembles fatigué, Solveig. Est-ce vraiment nécessaire de courir comme ça après des clients qui te paient des misères? Et puis, insidieusement, maintenant que j'ai l'entreprise, tu n'as plus besoin de travailler. Laisse-moi m'en occuper. L'entreprise. Vukičević et associés. Import-export de matériaux de construction. Ça avait bien marché pendant quelques années, puis ça avait stagné, puis il y avait eu des dettes dont il ne me parlait pas directement, mais dont j'entendais les échos dans ses silences, dans ses coups de téléphone nocturnes, dans la façon qu'il avait de fermer brusquement l'ordinateur quand j'entrais dans la pièce. J'avais recommencé à travailler en secret. Pas pour me rebeller, pas encore. Juste parce que j'avais besoin de quelque chose qui m'appartenait. J'avais trouvé une cliente, Iphigénie Marchand, une femme d'une 60aine d'années qui dirigeait une petite maison d'édition spécialisée dans la littérature scandinave contemporaine. Elle avait besoin de quelqu'un pour traduire des romans du norvégien. J'avais appris le norvégien à 19 ans, lors d'un été à Bergen que je n'avais jamais raconté à personne. J'étais parfaite pour le poste. Iphigénie me payait en espèces, sur ma demande. Pas pour des raisons louches, juste parce que Dragan vérifiait tous les relevés bancaires et que je n'avais pas envie d'expliquer. Pendant 2 ans, j'avais mis l'argent dans une boîte à chaussures cachée derrière les cartons de livres dans le débarras. Petites coupures surtout. Parfois des billets de 50 que je lissais avec soin avant de les glisser dans la boîte, comme des lettres qu'on garde pour une occasion qu'on ne sait pas encore nommer. L'occasion avait eu un nom depuis environ 6 mois. Elle s'appelait Tsveta. Tsveta Jordanova était avocate, bulgare d'origine, installée à Bruxelles depuis 20 ans, spécialisée dans les procédures de divorce à dimension internationale. Je l'avais trouvée grâce à Iphigénie, qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un, ce réseau silencieux de femmes qui s'aident entre elles sans que les hommes ne le sachent, ce réseau qui n'a pas de nom, mais qui existe dans toutes les villes du monde. Tsveta portait toujours des couleurs très vives,
du safran, du cobalt, du vermillon. Elle m'avait expliqué que c'était délibéré, qu'elle s'habillait ainsi pour que ses clientes se souviennent qu'elle était là, présente, concrète, une force réelle dans leur vie. La première fois que je l'avais rencontrée dans son bureau de la rue de Stassard, elle portait une veste d'un orange brûlé qui m'avait fait penser à un feu de camp. Je m'étais sentie un peu moins seule. « Votre mari a des dettes ?» m'avait-elle demandé d'emblée, sans préambule, en posant sur moi un regard qui pesait et évaluait simultanément. Je crois oui, mais je ne sais pas exactement combien. Il faut savoir. Avant de déclencher quoi que ce soit, il faut savoir exactement à quoi ressemble le paysage financier. C'était la première chose que Tsveta m'avait apprise. Ne jamais agir dans le brouillard. Voir clairement avant de bouger. Cartographier le terrain avant de traverser. Elle m'avait ensuite expliqué ce que j'avais à faire. Ce n'était pas illégal. Elle avait insisté là-dessus plusieurs fois. C'était simplement une question de timing, de documentation, et de ce qu'elle appelait, avec un léger sourire, la géographie stratégique de vos avoirs personnels. Pendant les 6 mois qui avaient suivi, j'avais appris à regarder ma propre vie comme on regarde une carte qu'on doit mémoriser avant de la brûler. Ce matin-là, le matin de l'enveloppe, j'avais rendez-vous avec Tsveta à 9h. Mais avant, j'avais fait quelque chose que je n'avais dit à personne. J'avais ouvert un compte bancaire dans une agence à Namur, à 75 km de chez nous. Un compte à mon seul nom. J'y avais versé l'intégralité du contenu de la boîte à chaussures, 18 700 €, accumulés en 2 ans de traduction nocturne et de petites économies prélevées sur ce que Dragan appelait mon argent de poche, comme si j'avais 12 ans. Puis j'avais retiré 4 000 € en liquide. Cet argent-là, les 4 000 € dans l'enveloppe Kraft que j'avais glissée dans mon sac, étaient destinés à Tsveta. Ses honoraires pour les 6 premiers mois de procédure. On avait convenu de passer par un virement depuis le compte de Namur pour la suite. Mais pour débuter, elle préférait le cash. Une vieille habitude de prudence, avait-elle dit. J'avais pris le train de 7h22. J'avais regardé le paysage défiler, les champs encore engorgés de la pluie de la veille, les pylônes électriques comme des géants épuisés, les petites maisons avec leurs jardins mal rangés et leurs trampolines abandonnées. J'avais pensé à ma mère. Elle était morte 4 ans plus tôt, d'une chose banale et brutale, et je n'avais pas eu le droit de la pleurer correctement, parce que Dragan avait jugé que je dramatisais et que le deuil n'était pas une raison de négliger la maison. J'avais pensé à elle, et je lui avais dit en silence, en regardant les pylônes. Solveig, comme quelque chose d'opiniâtre. Tu avais raison, maman. La réunion avec Tsveta avait duré 2h30. Nous avions passé en revue chaque document que j'avais rassemblé. Les relevés bancaires dont j'avais fait des copies discrètes, les factures que j'avais photographiées pendant les absences de Dragan, le bail de l'appartement, la police d'assurance vie, les papiers de l'entreprise que j'avais trouvés dans un classeur rouge au fond du placard de son bureau. Tsveta avait tout examiné avec cette façon qu'elle avait de lire les chiffres, comme d'autres lisent des romans, cherchant la tension sous-jacente, le nœud caché. Il y a beaucoup de dettes, avait-elle dit finalement, mais elles sont à son nom, pas au vôtre. Vous avez eu la sagesse de ne jamais co-signer. Je ne savais pas que c'était de la sagesse, je pensais juste qu'il ne me demandait jamais. Peu importe la raison, le résultat est le même, vous n'êtes pas solidaire de ses créanciers. C'est une position favorable. Nous avions convenu de déposer la requête le jeudi suivant. Tsveta avait un créneau devant le tribunal de première instance. Dans 5 jours, quelque chose allait changer de façon irréversible. Je m'étais sentie comme quelqu'un qui a allumé une mèche et qui regarde le fil orange ramper vers quelque chose d'inévitable. J'avais pris le train du retour à 13h40. J'avais acheté un sandwich au fromage que je n'avais pas mangé et un café que j'avais bu trop vite et qui m'avait brûlé la gorge. Dans le wagon, une femme berçait un bébé en chantonnant quelque chose en arabe. Une mélodie basse et circulaire, comme une question qu'on se pose à soi-même. J'avais fermé les yeux et j'avais essayé de me rappeler la dernière fois que quelqu'un avait chanté pour moi. Je n'avais pas réussi. L'appartement est au 3e étage d'un immeuble de la rue Féronstrée. 92 mètres carrés que nous avions meublés ensemble au début,
avec ce mélange d'enthousiasme et de désaccord qui fait croire qu'on se construit quelque chose. Le couloir sent toujours un peu l'humidité, à cause d'un problème de ventilation que Dragan avait promis de régler pendant des années et qu'il n'avait jamais réglé. Quand j'avais tourné la clé dans la serrure, il avait ouvert la porte avant que je puisse la pousser. Il était là, dans l'encadrement, et il bloquait le passage de tout son corps. Dragan est grand, 1,85 m, et quand il veut occuper l'espace, il le fait avec une efficacité qui ressemble à de la préméditation. Ses épaules remplissaient le chambranle. Son visage avait cette rougeur particulière que je connaissais depuis 11 ans et que j'avais appris à décoder comme on décode les signaux météo. « Où tu étais ?» avait-il commencé. Sa voix était basse, d'abord, ce registre dangereux qui précède l'orage. J'avais des choses à faire en ville. En ville, en ville. Sa mère attend depuis 11 heures. Tu devais apporter son cadeau d'anniversaire. 11 heures du matin, Solveig. Il est 16 heures. Radmila. J'avais oublié. Non, j'avais choisi d'oublier, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. L'anniversaire de Radmila était une cérémonie annuelle à laquelle je devais me soumettre avec une humilité exactement calibrée, ni trop peu. J'avais acheté un châle en laine bouillie que j'avais laissé envelopper dans du papier de soie sur la table de l'entrée. Il était encore là, derrière Dragan. Je pouvais le voir. « Je peux aller le lui porter maintenant ?» avais-je dit. « Maintenant, tu trouves ça drôle ? Il est 16 heures, elle attendait pour déjeuner. Tu n'as pas répondu à mes messages de toute la journée. Et maintenant tu arrives là comme si de rien n'était avec tes airs de... » Il avait levé la voix. Puis il l'avait levée encore. Les mots sortaient en rafales. Irresponsable, égoïste. Qu'est-ce que tu faisais ? Tu te crois où ? Tu sais ce qu'elle a traversé cette année. Je les connaissais tous, ces mots. Ils avaient leur place habituelle dans le discours, comme des meubles qu'on ne déplace jamais. Je n'avais pas répondu. J'avais appris depuis longtemps que répondre pendant l'orage ne servait à rien. Ça ne faisait qu'amplifier. J'avais regardé un point fixe derrière son épaule gauche, un petit écaillage de peinture au plafond, en forme de continent indéfini, et j'avais attendu. C'est là qu'il avait tendu la main et attrapé mon sac. Pas doucement. D'un geste sec, impérieux, comme on attrape quelque chose qui vous appartient et qu'on vous a emprunté sans permission. La courroie m'avait mordu l'épaule. J'avais lâché, pas par faiblesse, mais parce que j'avais compris immédiatement ce qu'il cherchait, et parce que quelque chose dans ma poitrine s'était transformé soudainement en quelque chose de très calme et de très froid. Il avait plongé la main dans le sac, avait trouvé l'enveloppe, l'avait sortie, l'avait ouverte, 4 000 € en billets soigneusement comptés. Son visage avait changé. La fureur avait fait place à quelque chose d'autre, un mélange de triomphe et de soulagement qui m'avait révélé en une seconde quelque chose qu'il cherchait à cacher depuis des semaines. Il avait besoin de cet argent, désespérément. Il y avait quelque chose en suspens, quelque chose d'urgent, quelque chose qui ne pouvait pas attendre. « C'est quoi ça ?» avait-il dit. Mais il ne posait pas vraiment la question, il comptait déjà les billets. « C'est de l'argent » avais-je dit. Il avait levé les yeux une seconde, ce regard de quelqu'un qui cherche une explication et qui décide en même temps qu'il n'en a pas besoin. « Pour ma mère » avait-il dit. « Je lui apporte ça maintenant. Tu lui offriras quelque chose de décent pour une fois. » Et il était parti. Il avait pris son manteau sur le porte-manteau, l'enveloppe dans la poche intérieure, et il était sorti sans refermer la porte derrière lui. Ses pas avaient résonné dans l'escalier, décroissant, et puis plus rien. Je m'étais assise sur le parquet du couloir, pas sur une chaise, pas sur le canapé, sur le parquet, le dos contre le mur, les genoux remontés contre la poitrine. J'avais regardé la porte ouverte pendant un long moment, puis j'avais sorti mon téléphone et j'avais envoyé un message à Tsveta. Il vient de prendre l'enveloppe, les 4 000 €. Il pense que c'est de l'argent de côté. Sa réponse était arrivée 2 minutes plus tard. Parfait, le virement depuis Namur suffira, et ça peut servir. Gardez précieusement cet épisode en mémoire. Date, heure, circonstances. On en aura besoin. J'avais relu le message 3 fois. Parfait. Ce mot m'avait semblé immense, disproportionné. Et pourtant,
c'était exactement le bon mot. Parce que Dragan venait de prendre 4000 € qui n'étaient pas à lui. De l'argent qui appartenait légalement à une procédure en cours. De l'argent qui allait maintenant se transformer en une pièce au dossier. Il était parti avec l'enveloppe sans savoir ce qu'il emportait vraiment. Il emportait une preuve. Il emportait sa propre bêtise encadrée, notariée, datée. Il emportait sans le savoir la dernière chose qu'il m'aurait jamais prise. Je m'étais levée. J'avais ramassé mon sac. J'avais fermé la porte de l'appartement, doucement, sans claquer, parce que je n'avais plus de raison de claquer les portes. Et j'avais descendu les 3 étages à pied, en tenant la rampe, en sentant sous mes semelles le grain familier des marches que j'avais montées et descendues des milliers de fois. Dehors, il s'était mis à pleuvoir. Une pluie fine, presque invisible, le genre de pluie qui mouille sans qu'on s'en rende compte, jusqu'à ce qu'on soit complètement trempé. J'avais marché jusqu'à la place du marché, et j'avais commandé une tasse de thé dans un café que je n'avais jamais fréquenté auparavant. Un endroit avec des plantes suspendues et de la musique brésilienne trop douce, et je m'étais assise près de la vitrine. J'avais regardé les gens passer sous la pluie, des gens avec des parapluies, des gens sans parapluie, des gens pressés, des gens qui flânaient. Une femme âgée poussant un caddie à roulettes, 2 adolescents qui partageaient des écouteurs. Un homme en costume qui parlait dans son téléphone, avec l'air de quelqu'un pour qui tout est urgent et rien n'est important. J'avais bu mon thé lentement. Dans 5 jours, Sveta allait déposer la requête. Dans quelques semaines, Dragan allait recevoir une convocation. Il allait lire son nom sur un document officiel, dans une colonne qui s'appellerait « Défendeur », et quelque chose allait se déplacer irrémédiablement dans l'architecture de sa certitude. Il allait chercher à comprendre quand j'avais commencé. Il allait retracer les étapes, essayer de trouver le moment, le signal, la fissure originelle. Et il n'allait pas la trouver, parce que ce n'était pas un moment. C'était une accumulation. C'était 11 ans de parquet qui mouillent en silence. Il allait peut-être penser à l'enveloppe. Il allait peut-être se demander d'où venait cet argent. Il allait peut-être se souvenir de mon visage dans le couloir. Ce visage que j'avais travaillé pendant des années pour le rendre illisible. Et il allait peut-être comprendre, à retardement, que quelque chose s'était passé ce soir-là qu'il n'avait pas vu. Ou peut-être pas. Peut-être que Dragan ne comprendrait jamais. Certaines personnes ne comprennent que ce qu'elles ont elles-mêmes produit, et le reste leur reste étranger pour toujours. Ma mère disait souvent que les femmes de notre famille avaient 2 visages, celui qu'on montrait et celui qu'on gardait pour les moments nécessaires. Elle appelait ça le visage du fond, comme un tiroir secret dans un vieux meuble. Je n'avais pas compris ce qu'elle voulait dire, à l'époque. Je comprenais maintenant. J'avais commandé un 2e thé. La pluie s'était intensifiée. Au dehors, le ciel avait pris cette couleur d'ardoise mouillée qui, en d'autres circonstances, m'aurait semblé triste. Ce soir-là, elle me semblait simplement exacte. Le ciel tel qu'il était, ni beau ni laid, juste vrai. Dans mon téléphone, j'avais 2 messages non lus de Dragan. Je ne les avais pas ouverts. Ils attendraient. Ou ils n'attendraient pas, ça n'avait plus vraiment d'importance. J'avais appris ce soir que certaines choses peuvent très bien se passer sans vous, même les choses qui portent votre nom. Solveig. Comme quelque chose d'opiniâtre. Comme quelqu'un qui a mis 2 ans à remplir une boîte à chaussures et qui sait, maintenant, que la patience n'est pas une forme de faiblesse, c'est une forme de précision. J'avais posé mon téléphone face contre la table et j'avais regardé les plantes suspendues se balancer légèrement dans le courant d'air venu de la porte. Verte, vivante, obstinée. Dehors, la pluie continuait. Et moi, j'avais bu mon thé jusqu'au dernier fond. Si cette histoire vous a touché, likez et abonnez-vous. Chaque jour, une nouvelle vie se raconte ici.